Salut mes petits pixels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est j'apprends le mode M. Et je ne parle pas du chanteur-guitariste dont je suis méga fan. Quand vous avez commencé la photo, vous avez plutôt été tenté par le mode tout automatique de votre boîtier, repéré en vert sur la molette de votre réflexe. Ça ressemble à ça. Mode qui a permis à vos neurones de se concentrer uniquement sur la scène à photographier, l'angle de la prise de vue, etc. Bon, c'est super bien, mais c'est aussi très bien de se servir des modes semi-assistés qui sont plus souples et vous offrent plus de choix. Les modes A ou AV pour Canon, S ou TV et mode P. Alors, vous allez me dire, dans quel cas passer en mode manuel? Certains puristes ne jurent que par ce mode et vont vous dire que si vous shootez en mode A ou S, vous n'êtes pas un bon photographe. À cela, je dis, vous n'avez rien compris. En shooting mariage, reportage en entreprise et dans bien d'autres cas, on ne peut se permettre de louper un moment d'émotion, de partage et autres. Et s'il y a bien un mode qui ne permet pas une rapidité d'exécution, c'est le mode M. Quelques domaines d'application du mode M. En débutant, vous forcer à utiliser au départ le mode manuel vous aide à mieux appréhender le triangle d'exposition. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, quand vous souhaitez contrôler entièrement votre prise de vue, réglage, ISO, ouverture, vitesse d'obturation, vous avez la main sur toutes ces fonctions. Le boîtier ne vous fera pas de mauvaise surprise en pensant bien faire. Dans certains cas où la mesure de lumière a des chances d'être trompée par le sujet, ou en photo de nuit, ou pour les photos de produits packshot en lumière continue, il n'y a que le mode manuel qui vous permettra d'être sûr que vos réglages ne changent pas du tout entre plusieurs prises. Et dans bien d'autres situations. La seule contre-indication que je puisse vous donner, c'est de ne pas utiliser ce mode quand vous devez être rapide. Mip, mip. En mode manuel, vous avez la main sur les trois principaux réglages. L'ouverture, f1.8, f2.8, f5.6, etc., f8. La vitesse d'obturation et les ISO. Le mode manuel vous permet d'avoir une vue directe sur l'indicateur d'exposition, qui fait que vous allez pouvoir influer l'exposition de la scène en réglant les trois paramètres cités précédemment. L'indicateur d'exposition est dans le viseur de votre réflexe ou sur l'écran arrière, représenté par un indicateur allant de plus 2 ou 3 à moins 2 ou 3. Donc c'est cet indicateur qui est ici. On voit que si je tourne la molette arrière, là on se déplace vers le plus, et que si je la tourne dans l'autre sens, on se déplace vers le moins. Comme ceci. Donc le curseur va se déplacer de gauche à droite pour vous permettre de choisir de régler la mesure de lumière, comme il faut. Par défaut, quand le curseur est placé sur le 0, donc là, tel qu'il est, le petit curseur est placé sur le 0, c'est que votre photo est correctement exposée. Par contre, si le curseur va du côté du plus, comme ceci, ça veut dire que votre photo sera surexposée. Ou si le curseur va vers le moins, ça voudra dire que votre photo sera, je vous laisse 5 secondes, et oui, votre photo aura de grandes chances d'être sous-exposée. En mode manuel, la première chose à faire, c'est de régler vos ISO en fonction de la lumière ambiante. En gros, avec un beau temps ensoleillé, vous vous mettez à 100 ISO, ça suffit largement. Avec un ciel un peu plus couvert, vous vous réglez entre 200 et 400 ISO. Dans une pièce assez bien éclairée ou à l'ombre, moi je conseille plutôt 800 ISO. Au-delà de 1000 ISO pour des pièces sombres, puis ensuite ça dépendra de votre boîtier et puis surtout de sa gestion des ISO. Ensuite, selon le type de photo que vous souhaiterez faire, vous allez régler l'ouverture et la vitesse d'exposition. Voici un exemple visuel pour vous présenter l'ouverture. À gauche, une grande ouverture, f1.4, f1.8, f2.8, qui correspond donc à une petite valeur, laisse entrer énormément de lumière. Donc très utile pour les shootings en cas de faible lumière, et donc ça permet aussi une profondeur de champ réduite, afin de bien détacher votre sujet du fond.
Au milieu et à droite, une petite ouverture f11, f14, f16, f22, etc. vous permet par exemple d'avoir une grande profondeur de champ et ainsi d'avoir votre photo nette, le sujet et l'arrière-plan. En cas de forte luminosité, fermer votre diaphragme vous permet aussi d'éviter une surexposition. Voici deux photos prises à l'instant afin que vous ayez une idée directe de l'influence de l'ouverture. La première prise à f1.8, on se rend compte qu'ici le sujet, c'est le masque, et même la chaise sur laquelle il est posé est floue. L'arrière-plan est flou également. Sur cette seconde photo, à f13, mon masque est encore plus net, ainsi que la chaise. L'arrière-plan est toujours un peu flou, mais il a quand même gagné en netteté. Alors, il faut savoir que pour cette prise, j'étais à environ 1 mètre du masque, avec mon Sigma 18-35 et à une focale de 35 mm. Ensuite vient le réglage de la vitesse d'exposition, à déterminer si votre sujet bouge ou pas. Alors, je vous mets dans la description de la vidéo le lien d'un tableau mémo pour les vitesses d'exposition que j'avais créé. Voilà, c'est ce tableau. Donc ça vous donne une petite idée des vitesses et des différents types de problématiques qu'on peut avoir au niveau de la vitesse d'exposition. Voilà, nous avons fait un tour rapide du mode M de vos boîtiers Nikon, ou Canon, après c'est la même chose. Donc merci à tous pour vos nombreux messages de soutien, vraiment ça me fait chaud au cœur. Voilà, par contre j'ai une petite requête, j'adorerais avoir plus d'abonnés sur ma page Facebook, donc un petit coup de pouce en allant liker me ferait super plaisir. Voilà, si en plus vous pouvez partager les publications, photos qui vous plaisent avec vos amis, allez on va dire que je serai le plus heureux des pixels. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, faites-vous des ampoules aux doigts et aux pieds pour aller shooter. Salut mes pixels!